Benoît Lachambre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de participer à ces visages de la danse et puis d'accepter comme ça de remonter quelques 35 ans de danse. Ça fait très plaisir, oui, effectivement. Quel effet ça vous fait justement? Est-ce que vous aimez vous retourner comme ça sur le passé, sur votre parcours? Oui, et il faut dire que mon parcours est toujours en transformation, donc je vois plus comme c'est vraiment du passé, c'est vraiment un parcours qui, après, des choses que j'ai laissées derrière moi, en quelque sorte. Parce que, oui, mon travail se transforme continuellement, donc c'est Un renouvellement, constant. comme une peau de serpent. Un peu, oui, comme une peau de serpent, oui, tout le temps. C'est un bon enchaînement parce que je vous proposais de commencer presque par la fin parce que ce n'est pas votre dernière pièce, Non, pas tout mais à c'est fait. l'une de vos dernières pièces, Oui. Snake Skins, C'est ça. 2012. Alors on va regarder un extrait et justement je vais vous demander, parce que c'est vous qui avez choisi les extraits évidemment, si vous pouviez pendant qu'on regarde l'extrait un peu le commenter et remettre cette pièce-là dans son contexte. Oui. Ben, au tout début, j'ai des sangles de cuir attachées après un collier ou un exosquelette qui donc est suspendu par le cou. Et puis, je travaille sur les fluides de la colonne vertébrale. Oui, Comme la Kundalini en fait, le serpent de la colonne vertébrale. Oui. Tout à fait. Et ça permet beaucoup de diminuer l'effort. OK. Et puis de donner aussi beaucoup de plaisir au mouvement. Et puis de pouvoir trouver la pulsation interne, aussi pour dégager le mouvement à partir de l'intérieur. Et puis, ça, c'est avec un autre segment où il y a une drisse qui me passe par la taille, et après laquelle je suis simplement, c'est un jeu de contrepoids et de rebond. C'est aussi là, utiliser le rebond pour induire dans le corps des mouvements rythmiques et des pulsations. À l'intérieur, ce qui se passe sur les cordes ici, sur les autres drisses, j'essaie de dire les drisses tout le temps parce que c'est une superstition que j'ai appris en France. Malheureusement, il ne faut pas dire corde, il faut dire drisse. D'accord, OK. Donc, j'ai sauté dans les cordes, et puis ça, c'est un jeu un peu casse-cou, d'équilibre. Oui, sur avec ce masque, mais en effet, on voit déjà d'emblée, comme ça, en démarrant votre parcours, votre capacité depuis très longtemps, justement, à rebondir d'un mouvement dans l'autre et à induire un mouvement qui découle d'un autre mouvement. Puis ça, vous l'avez appris dès l'origine? Ben, en fait, une de mes plus grandes curiosités, c'est d'observer l'origine de la danse. Oui. En moi. Oui. Et puis de voir où est l'essentiel. Et puis c'est certain que... Ça veut dire vous cherchez d'où sort le mouvement dans votre corps et puis vous essayez de le suivre? Oui, et puis quelles sont aussi les influences, quelle est l'importance du monde onirique? Oui. Parce que j'ai toujours eu des rêves, une vie onirique très forte, très, très imagée, qui m'a toujours énormément informé sur mes priorités. Oui. Aussi dans la vie. Mais les rêves, ils sont connectés à la fois sur notre inconscient à nous et puis ils sont aussi les réceptacles de l'inconscient collectif. Tout à fait, oui. C'est très important pour vous. Est-ce que vous allez chercher dans les traditions aussi, ou dans les lectures, ou dans les mythes, les symboles? Ben, plutôt une mythologie personnelle, ou parce que comme au fait, je crois beaucoup aux ancêtres. Oui. Donc, de ce que les ancêtres enseignent à travers donc le monde spirituel, à travers le monde onirique, à travers les rêves. Donc, la vie. Et comment est-ce que ces rêves-là nous informent sur ce qu'on doit, sur différents cycles de vie, différentes choses à comprendre. Ce n'est pas nécessairement de l'ordre de
Rien ne se perd, tout se recycle, en fait. Oui. Et le mouvement est porteur de ça d'un siècle à l'autre. Mais, puisque vous parlez de vos ancêtres, est-ce que ce sont les vôtres en particulier et est-ce que c'est quelque chose, cette capacité à vous intéresser à ce qui venait avant vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait dès votre enfance? Parce que vous êtes né le 9 février 1960 à Montréal et l'enfant que vous étiez, est-ce que vous le portez toujours en vous? Est-ce que vous vous souvenez de lui? Bon, une de mes premières mémoires les plus, c'était à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. Donc, oui, il est là Chanceux. quelque part. Oui. C'est une mémoire de danse, en fait. D'accord. C'est, en fait, la première fois que j'ai réalisé ce qu'était le rythme ou la pulsation. D'accord. Donc, j'étais dans un salon, un petit salon qui était plus petit que le plateau ici, sur un divan, à regarder mes cousins, cousines, frères et sœurs danser. Puis mes pieds ne touchaient même pas au rebord du divan. J'étais dans le fond, mes pieds ne touchaient pas au rebord, j'étais tout petit. Et puis, j'observais, je voyais leur bassin bouger avec la pulsation. Donc, là, je suis devenu un peu captivé par ce mouvement-là. Puis, je me suis dit, wow! Je me suis levé, j'ai commencé à faire le même mouvement. J'ai capté le rythme. Je suis allé voir ma mère et puis j'ai montré que j'avais. Oui. que je comprenais le rythme vous de la aussi, pulsation. ben oui. Surtout les pulsations parce que ça vient de la terre en fait. Oui, tout à fait. Oui. Et donc vous étiez dans une fratrie, des frères et sœurs. Oui. Votre famille, c'était quel genre de famille? Ils étaient dans quel milieu? Vous aviez Un milieu ouvrier. Avec disons que la danse, c'était plus pour les fêtes. C'était plus pour. Ben oui. Donc, c'était pas nécessairement quelque chose qu'on. Je suis allé voir mon premier spectacle de danse à l'âge de 15 ans. D'accord. Donc, mais pour moi, la danse demeurait quand même quelque chose, ou une forme d'expression qui est la plus aiguisée en moi, la plus éveillée. J'étais un enfant excessivement timide, très rêveur. Vous étiez timide, mais qu'est-ce que vous préfériez à l'école, par exemple? Il y avait des matières que vous préfériez ou vous étiez plutôt du côté du corps? Non, les mathématiques. Les mathématiques. Ah. Et donc, parce que j'adorais le rythme. Oui. J'aimais énormément la musique africaine, les tambours. Oui. J'aimais énormément les tambours. Dans les pulsations. Tout à fait. Et puis, donc, à chaque fois que je pouvais penser ou danser, je le faisais avec les tambours en tête. Donc, pour moi, ça a toujours été la priorité du mouvement, ça a été la pulsation. Pas nécessairement le lyrisme, mais la pulsation. Mais justement, pendant toute votre enfance, vous vous destiniez à quoi? À quel moment est-ce que vous dites que vous allez voir un spectacle de danse? C'était en 75, donc c'est aussi le moment où on commence à voir de la danse contemporaine, notamment à Montréal. Quel genre de danse vous êtes allé voir et à quelle occasion vous l'avez découvert en fait? Je suis allé voir les ballets de jazz de Montréal Bon. sur le Mont-Royal lors de la Saint-Jean. D'accord. La fête de la Saint-Jean. Donc, chez moi, on ne connaissait pas vraiment la danse moderne ou la danse contemporaine. On ne connaissait pas le mouvement. En fait, la danse contemporaine n'avait pas encore de nom à ce moment-là. Et la danse moderne, on ne connaissait pas. Ou on ne connaissait pas ce qui s'était passé avec le reflux global. Oui. On n'était pas tellement renseignés dans ma famille. Donc, pour moi, c'était plus la danse populaire, ce que les ballets de jazz véhiculaient. Donc, une danse plutôt libre dans l'expression populaire. Oui. Et que, comme jeune adolescent, effectivement, ça m'a beaucoup emballé. Puis comme j'adorais danser, je me suis dit, bon, ça y est, c'est ça que je vais faire finalement. Je sais. Et avant ça, c'est à ce moment-là que vous avez décidé que la danse serait votre vie. Avant, vous vous destiniez à quoi? Je pensais art visuel, théâtre, mais pas avec trop de certitude. Au fait, j'ai toujours aimé la danse plus que le reste, mais
C'est à 15 ans que j'ai Que bien vous avez assumé mes vraiment goûts. vraiment choisi votre voie. Oui. Et alors, vous commencez par la danse classique, Le jazz et classique. en même temps. Jazz pendant, bon, ça c'est des choses d'enfance ou d'adolescent, mais une session de jazz, une session de jazz et classique. D'accord. Et après 8 mois, c'était 12 cours par semaine, 15 cours par semaine, 20 cours par semaine. Et j'étais accro de la danse, donc je prenais jazz, moderne, classique. Cours Mais en fait, je vous pose la quasiment question parce qu'il y a une formation en danse classique, forcément, il y a une formation du corps, il y a aussi, bien sûr, une orientation de l'énergie qui est complètement différente de celle qu'on va retrouver dans la danse jazz ou encore plus dans la danse africaine. Est-ce que pour vous c'est important cette formation classique? Est-ce que pour vous c'est important que les danseurs aient cette formation-là aussi? Pas pour moi. Non, c'est pas. C'est bon. Les gens peuvent en débattre de ça de différentes façons, mais pour moi personnellement, c'est pas ça qui est le plus important. Aussi, ce qui m'intéressait le plus, c'est les méthodes somatiques aussi. Donc, c'est pas nécessairement la danse classique, parce que la danse classique véhicule une forme. Oui. Une forme qui est aussi une hiérarchie de la forme dans le corps, avec un esthétisme qui est très particulier, qui vient de Louis XIV, donc elle a toute véhicule une politique. Ben oui, pour lui, et aussi pour la royauté, qui avait vraiment énormément qui était politiquement, qui avait une hiérarchie politique très... qui représente quelque chose. Il faut qu'il montre qu'il règne. Ben oui, c'est ça. On voulait être une des premières choses que je me suis fait dire, tu veux être un prince, oui. Pas un paysan. Oui. Et moi, je me disais, ben non, j'ai pas envie d'être un prince. Non, ça me tente pas du tout. Le prince ne m'intéresse pas. Je préférais le paysan dans sa connexion à la terre, en fait. Oui, c'est ça, parce que la danse classique, c'est vraiment ça s'en va vraiment vers le haut. Oui. Alors que vous vous dites que originellement vous étiez lié à la pulsation terrestre. Hyper terrestre. Oui. Et avec tout le... J'ai toujours beaucoup aimé aussi la danse africaine et les danses aussi des Premières Nations. Donc, oui. Ça m'a toujours beaucoup intéressé. Vous parliez des ancêtres. Donc, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de vie sans histoire et il n'y a pas de danse sans histoire. Et quand vous parlez de l'ancestralité de la danse occidentale, la danse classique, celle de Louis XIV, en fait partie. Et puis, toutes ces autres danses, en fait, on a cherché à les effacer avec l'histoire. Avec la c'est un refus d'emblée. Vous vous placez d'emblée dans une autre ancestralité. Oui, parce que c'est plus dans les... au fait, je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale dans la colonisation, qui a été d'essayer justement d'effacer tout cet ancrage, cette histoire, tout ce lien avec l'environnement, tout ce... de contrôler aussi par une hiérarchie patriarque, d'effacer toute notion du contact avec la nature, contact avec l'environnement. Il fallait tout contrôler. Oui. Alors, je n'étais pas du tout heureux dans un monde contrôlé comme ça. J'avais besoin vraiment de sentir ce qui était plus la nature, et sentir la nature autour de moi, de pouvoir la danser, de pouvoir être en lien avec. Et puis, j'ai trouvé que malheureusement, la danse classique, elle a changé depuis. Oui. Mais. Assez récemment, d'ailleurs. Oui. On attend les années 90 pour qu'il y ait une fusion. Oui, tout à fait, exactement. Donc, mais durant les années. Fin des années 70 et les années 80, la danse classique était plus ou moins. Demeurait quand même assez un peu rigide dans très dogmatique. Oui.
justement, vous ne faites pas que de prendre des cours, etc. Vous êtes tellement bon dans la danse et dans les ballets jazz que vous devenez danseur pour les ballets jazz. De 1978 à 1980, vous êtes très jeune, vous avez 18 ans. Comment ça s'est passé, ça, de rentrer d'emblée comme ça, d'en faire immédiatement votre métier? Oh oui, ben pour moi, comme je n'avais pas une éducation culturelle forte sur mon... Je n'étais pas très renseigné, donc pour moi, c'était normal. Je dansais, c'était normal, ça allait. Je ne réalisais pas tellement la chance que j'avais à 18 ans d'être dans une compagnie de danse. Tout ça était spontané? C'était spontané pour moi. Oui. Mais j'avais quand même un corps qui n'avait pas nécessairement les habiletés classiques non plus. Oui. Et je savais d'emblée que je n'avais pas des facilités avec le corps, avec la danse classique, parce que mon corps répondait mal à la technique classique. Vous ne rentrez pas dans ce moule-là? J'étais pas, non, je rentrais très mal dans le moule. J'arrivais très mal à exécuter les lignes de façon... Oui. Puis les garçons, veut pas, c'est des porteurs aussi beaucoup dans danse classique. Oui, j'aimais bien porter. J'étais quand même assez fort. Oui, mais je veux dire, ils sont moins mis en avant. Oui, effectivement. Mais quand on est jeune, on accepte sans savoir. On ne sait pas trop ce qu'on sait. On accepte parce qu'on ne connaît pas trop les différences comment on peut vraiment, les subtilités qu'on peut développer, on ne les connaît pas encore. Oui. Donc, on est plus dans l'information immédiate qui vient à nous et on la prend plus comme étant une vérité. Donc, on la questionne peut-être pas assez. Dis-moi, c'était mon cas. Oui. C'était seulement après, disons, durant les milieux des années 80, où j'ai commencé à vraiment à rejeter les dogmes de la danse classique et aussi de la danse moderne. Oui. Parce que j'étais insatisfait avec les politiques qui définissaient le rôle du chorégraphe, les rôles des danseurs. Oui. Tout le pouvoir qui était exercé dans les... C'est ça. Là, on va voir un extrait, en fait, d'une de vos premières pièces. Là aussi, ce n'est pas la première, c'est Délire des faits, c'est déjà 99. Pendant qu'on va regarder cet extrait, vous rentrez quand même dans deux compagnies, qui sont les ballets jazz, et après ça, le Toronto Dance Theatre, jusqu'en 1983. Et puis, vous en sortez, parce que vous avez aussi, pendant cette période-là, déjà fait de la chorégraphie. Ce n'est pas votre première chorégraphie, Non. vous en avez fait d'autres avant, mais celle-là est comme une pièce un peu iconographique, on va revenir là-dessus. Qu'est-ce qui vous avait amené à tout de suite, en 79 déjà, donc à 19 ans, tenter tout de suite la chorégraphie? C'est parce que j'aimais énormément la danse africaine. Oui. C'est la danse africaine. Je cherchais beaucoup à aller chercher la pulsation dans mon corps et à l'utiliser de façon différente qu'elle m'était enseignée dans le classicisme ou l'esthétisme qui était véhiculé dans certaines chorégraphies. Donc, j'essayais déjà de questionner ces esthétismes-là. Et donc, vous partez de ces structures, vous essayez la chorégraphie, vous partez de ces structures, le Toronto Dance Theatre. En 85, vous partez pour New York. Donc, vous partez de toutes ce rapport dont vous parlez, le chorégraphe avec les danseurs. Et puis, qu'est-ce que vous aimiez pas dans ce rapport-là? L'hiérarchie, le pouvoir absolu du chorégraphe, comment est-ce que le danseur est soumis C'est un instrument. C'est un instrument. Et pour moi, j'étais très malheureux dans ce système. Je n'arrivais pas à me sentir à l'aise. J'avais besoin de percevoir plus aussi l'individualité de chaque... Oui. Le danseur
qui puisse parler en même temps de comment est-ce que cette personne-là, l'individu, aime bouger, comment est-ce que l'individu perçoit la vie. Donc, et souvent, c'était l'individu qui... j'en avais un peu ras-le-bol du danseur qui sert l'esthétisme du chorégraphe. Donc, je voulais questionner ça, essayer Et je suis allé voir Stephen Skura à New York. Oui. Et Stephen Skura faisait une pièce qui s'appelait Survey of Styles, dans laquelle les danseurs parlaient de leur style personnel, de ce qui les intéressait et dansaient en même temps. Donc, ils étaient dans une expression tout à fait libre, tout à fait en respect avec leur vision des choses, que ce soit formel ou non, c'était la vision de l'individu qui prédominait. Oui. Donc, lorsque j'ai vu cette pièce, je suis allé voir tout de suite après le spectacle Stephen Skura et j'ai dit, je veux étudier avec vous ou danser avec vous. Est-ce que je peux communiquer avec vous, avoir une lettre, parce que je vais demander une subvention pour venir étudier avec vous? Ce que j'ai eu pendant 2 années de suite. Mais c'est ça, vous avez eu ça, mais pendant ce temps-là, la danse se développe à Montréal. Il y a des tas de chorégraphes, de tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Magic Generation, celle qui est toujours là, vous en faites partie, et qui sont là depuis 35 ans et qui continuent à être vraiment créateurs et actifs et majeurs. Mais vous allez à New York, et à New York, il y a peut-être plus de recherche, ou est-ce qu'il n'y avait pas assez de recherche pour vous à Montréal à ce moment-là? Ou qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Qu'est-ce que vous avez appris fondamentalement chez lui? Il y a l'improvisation aussi? L'improvisation, énormément d'improvisation et les méthodes somatiques. Oui. Voilà. Les méthodes somatiques, pour moi, étaient quelque chose de nécessaire pour essayer de retrouver ce qu'il y avait, moi, d'essentiel, retrouver la source, voir ce qui m'unissait. Une autre façon de m'échauffer aussi, en premier, c'était question d'échauffement, de contact avec mon corps, de façon plus organique, où est-ce que je ne devais pas recréer un code, mais trouver ce qui me faisait bouger, moi, en tant qu'individu, en tant que personne, ce qui était essentiel dans moi. Alors, donnez-moi votre définition du soma. Wow, ça s'ouvre, ça s'élargit. Le plus j'étudie, oui, ce que je pratique, le plus ça s'ouvre. Donc, c'est presque une conscience cellulaire, une conscience de ce qui unit tout. Et puis, presque de déhiérarchiser le corps pour découvrir un corps en lien, au lieu d'être un corps qui est toujours en contrôle, c'est un corps en lien qui est constamment qui fluctue constamment. Et ça révolutionne un tout petit peu la façon de percevoir aussi beaucoup de choses dans la vie. Ça modifie énormément les perceptions. On a l'impression de se retrouver dans une autre réalité, par la pratique, dans d'autres réalités qu'on ne soupçonnait vraiment pas d'exister. Donc, pour moi, le soma, c'est le lien à l'ensemble. C'est faire partie de. Est-ce que dans votre danse, le corps est religieux au sens étymologique du terme relié à? Oui, absolument. Il ne peut pas faire autrement qu'être relié à, puisqu'il est matière et énergie. Et que tout est matière et énergie, donc on ne peut pas ne pas être relié. C'est impossible. Ça vient, c'est même, c'est l'état même d'être vivant, c'est être relié ou d'être lié à son environnement d'une certaine façon. On peut prétendre ne pas l'être, mais je pense que c'est le fait d'être vivant. Et alors, quand vous commencez une pièce, justement, d'où vient l'inspiration? Comment est-ce que vous commencez votre processus créatif? Il commence comment? Il commence par quel type de liaison et comment il se développe? Souvent, c'est certaines préoccupations qui
qui me viennent souvent dans le monde onirique. Donc, ce sont des rêves, ce sont des... Vous notez vos rêves? Non, je ne les note pas. Je ne note vraiment pas grand-chose. Vous les somatisez? Oui. Je vois comment est-ce que le rêve informe mon corps et quelles sont les idées qui me viennent, quelles sont les conclusions qui me viennent à l'éveil après le rêve, qui suivent le rêve. Et quel est le lien du mouvement énergétique de mon corps et du lien avec les autres, et quel est le lien avec le rêve, avec ce mouvement? Donc, comment est-ce que le mouvement énergétique forme de l'image ou crée du lien, ou se met en lien avec, et comment est-ce que ce lien-là a tout à fait c'est hyper sensible, c'est très lié au monde onirique, parce que tout de suite, il y a image qui se crée. Mais image, pas nécessairement juste au point de vue... c'est même des images sensorielles. Quelles sont les parties du corps qui réagissent, quelles sont les parties du corps qui sont en empathie, quelles sont les géos... Il y a des géométries de liens, il y a des... on pourrait imaginer presque dans le mouvement du système solaire, on dit que tout est en sphère. Il y a le Soleil qui voyage et les astres autour du Soleil. Donc, c'est comme ça fait des formes. Ça fait que c'est comme du vortex. Oui. Et cette forme-là se retrouve à travers tous les niveaux d'existence. Mais alors, justement, quand vous avez cette idée de possibilité de développement de forme qui vous vient d'images intérieures, quand vous avez... Il y a deux choses que vous faites énormément. D'abord, c'est d'être toujours en lien avec les autres par l'enseignement, parce que vous faites des classes de maîtres, des formations, et puis partout dans le monde. Là aussi, c'est une liaison que vous avez, parce que tout de suite, vous êtes allé à l'international, New York, mais après votre première pièce en 93, Lanoline, vous partez tout de suite pour l'Europe, etc. Donc, le fait d'être resté dans le noyau central du Québec, ça ne vous satisfait pas d'emblée. Vous partez en lien avec, et puis avec d'autres danseurs, d'autres personnes que vous formez, et puis aussi avec des interprètes que vous choisissez. Comment vous faites pour les choisir et pour leur transmettre votre univers? Au fait, si je reviens au temps que j'ai passé à New York au milieu des années 80, lorsque je suis allé en 90, je suis allé à Amsterdam et j'ai enseigné dans une école à Arnhem. Et dans l'école, il y avait deux écoles à Amsterdam et Arnhem, le SNDO et le CNDO. Ces deux écoles étaient une école auparavant et se sont divisées en deux écoles. Et toutes les personnes que j'ai côtoyées à New York se sont retrouvées dans ces écoles-là et ont enseigné à la communauté de danse européenne. Et c'est deux écoles qui étaient très fortes. Il y a Sacha Valls qui était formé dans cette école-là. Il y a Meg Stewart qui est allée enseigner là aussi. Il y a Steve Paxton, Lisa Nelson. Il y a Andrew Harwood a enseigné là. Il y a plein de... En tout cas, tous les gens du mouvement, tous les gens qui enseignent aussi la technique de John Skinner, le Skinner Releasing. Ont enseigné dans ces écoles. Les gens qui faisaient le Body-Mind Centering, les gens qui faisaient le... donc, plein d'approches somatiques ont été... C'est une école qui regroupait ces genres de pensées. Une école qui était plus axée sur la création et l'autre sur la formation. Donc, les gens que j'ai côtoyés là étaient, au fait, créer une continuité avec les gens que je côtoyais à New York. Donc, en fait, je me suis retrouvé un peu comme dans un développement très un peu organique d'une communauté qui déjà me captivait, la communauté de la danse somatique et de danse expérimentale new-yorkaise. Mais justement, il y a parfois, on dit que vous avez été plus, vous le dites vous-même, là, de New York à l'Europe, et puis évidemment, ça dépend, les pays se développent les uns après les autres. Il y a Amsterdam, mais ensuite il y a la France, ensuite il y a la Belgique, l'Angleterre.
beaucoup l'Allemagne, évidemment, et plus qu'au Québec. En fait, vous revenez au Québec presque plus tard. Oui. C'était un parcours essentiel pour vous? Essentiel parce que les gens que j'ai rencontrés dans le East Village de Manhattan répondaient à un besoin essentiel chez moi. Et les questionnements qui étaient présents sur comment est-ce que la pratique somatique informait la créativité, comment est-ce que comment le soma était source de création. Ça, c'était et il y avait beaucoup de... Au fait, j'étais un peu bousculé par certaines valeurs. C'était quand même quelque chose d'assez radical, mais qui m'a énormément informé. Et lorsque je suis arrivé en Europe, il y avait encore un côté critique encore plus fort, un peu plus serré, sévère que ce que je rencontrais à New York. Donc, c'était vraiment... je suis resté dans un milieu où la critique était vraiment hyper active, mais aussi la pratique somatique. Donc, pour moi, c'est ça qui... En fait, c'est plus cet intérêt-là qui était hyper présent, dont j'avais une nécessité pour pouvoir retrouver, pouvoir vraiment accéder à l'essentiel en moi. Est-ce que vous avez eu l'impression, Benoît Lachambre, d'être parfois plus compris en Europe et ailleurs qu'au Québec? Je l'ai eu, oui. Mais c'est parce que ceci, il ne faut pas se demander pourquoi. Hein. C'est évident, si je suis parti à New York pendant plusieurs mois, parce que je suis revenu un tout petit peu à Montréal et je suis reparti pour l'Europe. Donc, c'est parce que votre vision est déjà plus grande d'emblée. Elle trop petit. Ah, peut-être trop petit, c'est... Pas au sens territorial, au sens où vous aviez peut-être besoin de plus d'influence. Plus d'influence pour pouvoir découvrir des choses essentielles en moi, mais regardez aussi, bon, si on parle d'ancestralité, regardez dans les danses chamaniques, disons, dans la danse chamanique, bon, qu'est-ce qu'il y a dans les pratiques chamaniques de quelqu'un qui n'est pas chaman, je ne suis pas du tout chaman, mais les danses chamaniques m'informent de façon onirique. Oui, donc, ça c'est sûr. Bon, alors, donc de pouvoir observer ça, j'avais besoin d'aller voir aussi l'enseignement somatique parce que c'est ça qui me reliait, qui disait, OK, alors c'est de ça que la colonisation c'est ça que ça a tué chez les ancêtres, qu'est-ce que ça a essayé de tuer, de détruire ou de brimer chez les ancêtres. Oui. Et c'est ça que je dois retrouver en moi. Oui. Et comme je n'avais pas tellement d'autres moyens. Donc ça s'est fait surtout aux États-Unis, en Europe. Et là, il y a un épisode qui est très important, qui est 95, qui va faire une cassure dans votre vie, et qui est un accident. 91. 91, pardon. 91, oui. Et qu'est-ce que cet épisode-là, avec ce que ça a eu justement de cassure, de rupture, à la fois sur le plan somatique et sur le plan physique, mais aussi symbolique, en fait, produit chez vous? C'est un accident de la route? J'étais en vélo à Amsterdam, je me suis fait frapper par un camion et ça a cassé mon fémur, la tête du fémur, avec le col du fémur. Et ils m'ont remis le fémur avec 21 degrés de rotation intérieure, donc il n'y a plus de possibilité d'utiliser la forme classique et moderne. Mon corps ne peut plus le faire ne peut plus exécuter les formes classiques et modernes, c'était impossible. Mais c'était une période où je voulais aussi abandonner ces formes-là complètement. Je n'étais plus intéressé, j'ai dit, bon, ça y est, c'est terminé, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ces formes-là. OK. Et je ne veux plus y être. Mais j'avais besoin de ça pour en quelque sorte, pour pouvoir me mettre dans une situation où je me suis retrouvé à plus pouvoir faire ces formes-là, des formes auxquelles je ne voulais plus m'adresser, et à devoir apprendre à bouger de façon strictement sensorielle.
Parce que mon corps ne pouvait pas non plus prendre de cours de... Je ne pouvais plus prendre de cours de danse, je ne pouvais plus suivre un rythme imposé par un professeur. C'était impossible. J'avais trop besoin de retrouver mon corps et l'essence de mon corps. Comment j'allais bouger encore. Oui. Parce que c'était un peu comme une fracture de hanche aussi. Et puis, donc, j'ai dû strictement apprendre par la sensation. Je suis retourné à la pulsation Oui. de base, Oui. au tremblement. Et en même temps, j'enseignais. Donc, on m'a demandé, en tant qu'enseignant au CNDC, qui est devenu après ça le European Dance Development Center, le centre de développement de la danse européenne. On m'a demandé d'enseigner, mais enseigner ce que je ne connaissais pas. Oui. De faire autant que possible de la recherche durant l'enseignement. Donc, je me suis mis vraiment j'étais dans un genre de précipice de recherche somatique, à chercher, à avoir beaucoup de critiques des élèves qui m'exprimaient leurs besoins, qui étaient « Oui, mais ça c'est trop vite, j'arrive pas à rester là. » Et puis ça m'a fait beaucoup réfléchir sur les besoins de chaque individu, sur les processus que je voyais alentour de moi, et que je voyais aussi qui se passait aussi en moi. Et puis, donc... plutôt que de leur imposer quelque chose, mais que ça remonte d'eux. Il y avait encore un peu de modernisme en moi dans la mentalité. J'étais encore, en tant qu'enseignant, j'étais encore très influencé par un fonctionnement moderniste. Oui. Donc j'avais encore ces valeurs-là. Il fallait que je désapprenne certaines valeurs pour pouvoir en découvrir d'autres ou ouvrir d'autres sphères de perception qui n'étaient pas nécessairement encore qui étaient à ma disponibilité à ce moment-là. En 1996, vous fondez votre compagnie Parbleu, par BLE. Les années 2000, en fait, à partir du début des années 2000 et les années 2000, c'est vraiment l'explosion pour vous. Toutes ces années 90 qui sont plus des années exploratoires, où il y a bien sûr, on a vu des Lyres des Faits et puis beaucoup d'autres pièces, mais les années 2000, c'est vraiment comme une fusée qui va démarrer. Et la première des pièces, enfin en tout cas une qui est tout à fait incontournable, c'est justement celle où vous retrouvez Meg Stuart pour Forgeries, Love and Other Matters en 2004. Et c'est la pièce qu'on voit maintenant. Parlez-moi de cette pièce un peu. Comment elle est venue? Parce que c'est aussi l'expression de tout ce que vous dites, comme la concentration de toute votre recherche et qui d'un coup se retrouve sur scène avec Meg Stuart. Oui. On travaille beaucoup sur les courbes énergétiques. Oui. On s'est dit, on est dans un terrain, dans un lieu où les courbes, où le terrain nous informe. On est informé par l'environnement. Oui. Ça, c'était un des sujets. On s'est dit qu'il fallait... Il y a un ethnographe brésilien, André Lepecki, qui parlait beaucoup de la nécessité de questionner le terrain sur lequel on danse. Oui, comme les chamans. Comme les chamans. Parce que il y a eu beaucoup de terrains et plein d'informations qui ont été mal enterrées. Il y a eu beaucoup d'enterrements, beaucoup de choses qui ont été d'abus de l'environnement, d'abus des humains, il y a plein de choses qui ont été cachées. Le terrain nous informe. La Terre, encore une fois. La Terre nous informe, voilà, la Terre nous dit. Donc cette pièce-là était beaucoup sur essayer de sentir justement, puis de pouvoir se communiquer avec chacun, mais à travers ces dimensions-là. Oui, mais ça raconte une histoire quand même. Ça raconte une histoire, c'est un côté un peu ludique. Oui. Donc, on s'est beaucoup amusé. Ben oui. C'était en fait la deuxième fois qu'on dansait ensemble, moi et Meg, professionnellement. La deuxième fois, la première fois, c'était aussi avec la compagnie de Meg. Oui. C'était dans une pièce qui s'appelait No Longer Ready Made. Oui,
OK. Là, j'allais dire l'Espérance Sali, non. The No Longer Ready Made. Et puis, dans cette pièce-là, avec Meg, dans No Longer Ready Made, j'ai fait un solo qui s'appelait le solo de la tête. Donc, c'est un peu différent de ça, mais c'était, disons que c'est très relié parce que dans le solo de la tête, c'était la tête qui bougeait très rapidement. OK. D'accord? Donc, il fait une oscillation très rapide jusqu'à ce qu'on perde les traits du visage. OK. Bon, ça dure à peu près 4 minutes. Et puis, mais en même temps, dans une action physique rapide comme ça, on peut sentir les vibrations alentour. Donc, ça commençait à ouvrir un peu ma sensation, mais qu'est-ce que ça veut dire, cet espace-là? Et aussi, quels sont les liens entre mes doigts et mon intérieur, entre comment est-ce que je retrouve les courbes, mais qui sont extérieures, la liaison. intérieures. Oui, je comprends. Bon. Et ça, c'est basé beaucoup sur ça aussi. Donc, entre nous, on parlait beaucoup d'influence, de monde inconnu, de monde caché. Donc. Et c'est aussi une pièce qui, bon, vous voit un BC Award, et puis effectivement, il y a toute une reconnaissance, comme si d'un coup, il y a autre chose dans cette pièce. Il y a quelqu'un d'autre, pas autre chose. Il y a Han Rove, qui est aussi, parce que c'est toute une relation entre vous trois. Et puis c'est une fidélité, vous êtes quelqu'un de très fidèle, parce que finalement, vous retrouvez les gens au fur et à mesure des décennies. Vous êtes toujours interprète, vous n'avez jamais choisi entre l'interprète et le chorégraphe. Vous êtes toujours autant interprète que chorégraphe, dans des solos ou dans des pièces de groupe. Et puis vous dansez parfois dans les pièces de personnes que vous-même vous faites danser. Il y a une fraternité. Vous êtes fidèle à cette fraternité. Ben, je perçois beaucoup justement plus tout le monde comme étant danseur chorégraphie. J'aime beaucoup lorsque la frontière se dissout. Oui. Et puis, pour pouvoir aussi percevoir mes propres limites se dissoudre, il faut se mettre en situation où est-ce que on est questionné en voyant ce qui émerge des autres. Oui, mais il faut être capable de le faire. Et puis souvent, on est plus danseur que chorégraphe. Et la plupart du temps, les gens sont d'emblée plus chorégraphes ou plus danseurs. Et vous, c'est vraiment justement cette disponibilité et puis cet environnement de personnes auxquelles vous êtes fidèles et avec lesquelles vous allez être un coup interprète, un coup chorégraphe, etc. C'est vrai aussi pour Louise Le Cavalier qui vient vous voir. Là, on va voir Izumi, l'extrait qui, lui, va suivre quelques années plus tard. Comment est-ce que ça se passe, ces projets-là? Je veux dire, est-ce que vous préférez être du côté du chorégraphe ou du côté de l'interprète? Quand est-ce que vous choisissez de faire un solo pour vous, pour quelqu'un? Ou quand est-ce que vous choisissez de faire des pièces de groupe? Comment ça se passe, ce processus-là? Il y a plusieurs questions. Avec Louise, j'étais un fan de Louise, comme beaucoup de monde. De la Louise de la Louise de la Louise 80 aussi, 80-90, okay. Cette période. J'étais toujours au premier rang en train de la regarder avec la mâchoire qui tombe. D'accord. Incroyable. Et puis, j'étais assez fasciné par comment est-ce que Louise arrivait à utiliser une force extraordinaire et un relâchement, et de passer de la force au relâchement de façon instantanée.
Et ce qui m'intéressait, c'était cette transition-là chez Louise. Je trouvais ça absolument phénoménal. Comment est-ce que... donc, de voir l'instant de relâchement dans son corps et comment est-ce qu'elle était malléable dans ces instants-là, comment est-ce qu'elle allait chercher des choses absolument exceptionnelles. Donc... Et puis le sol, le bon, la pirouette, oui. C'est toute cette énergie aussi. Oui, mais moi, c'était surtout la transition. Durant les choses les plus énergétiques qu'elle faisait, son corps semblait se dissoudre. Oui. En même temps qu'elle restait dans une force extrême, il y avait une dissolution de presque la matière de son corps, et puis elle reprenait. Donc, il y avait quelque chose d'assez formidable dans l'événement de son corps que j'avais vraiment envie de la rencontrer et de voir comment est-ce qu'on pouvait parler matière avec Mais Louise. entre-temps, elle s'était aussi cassé la hanche. Ben oui. Alors, il y a tout ça aussi. Oui, on avait quelque chose en commun sur le... et aussi, vous aviez en commun le fait qu'elle ne voulait plus bouger pour bouger. Parce qu'au moment où vous la rencontrez, elle est dans une toute autre démarche chorégraphique. Oui. Mais c'est parce que je pense on sentait vraiment qu'on avait quelque chose à partager tous les deux. Oui. Et une expérience à vivre ensemble. Et avant Izumi, il y a eu le solo que j'ai créé avec elle. Et pour elle, mais avec elle beaucoup. Oui. Qui s'appelait Eyes Memory. Oui. Dans un solo qui était une fonte continue pendant 45 minutes, elle fondait. Absolument. Son corps fondait, tout ça. Et puis avec des appuis complètement que j'aime énormément utiliser aussi, ces appuis. J'aime regarder qu'est-ce que ça offre d'autre comme langage corporel, de modifier les appuis corporels. Et puis une pièce très lente. Une pièce hyper lente. Mais Louise était complètement, elle voulait entièrement aller dans cette lenteur Quitte extrême. à décevoir son ancien public. Est-ce que vous avez aimé ce risque chez elle? Énormément, j'ai adoré. Oui. On était tellement bien en studio que c'est ça, on a décidé de danser ensemble après pour faire Izumi. Deux choses. Est-ce que vous préférez danser avec les femmes, danser avec les hommes, faire des pièces pour des femmes, pour des hommes? Est-ce qu'il y a une différence pour vous? S'il y a une différence, il y a eu une différence essentielle dans l'enseignement et l'apprentissage. Énormément à part Alexander et Feldenkrais, il y a eu énormément de personnes, de femmes qui ont fait de la pratique somatique, qui ont enseigné des pratiques somatiques, qui ont développé les pratiques somatiques, qui ont pris en considération l'intuition et une façon beaucoup plus empathique de bouger. Donc, c'était essentiel pour moi de rencontrer ces façons-là. C'était vraiment, j'ai beaucoup appris, j'ai énormément... ça a questionné des choses essentielles chez moi qui devaient absolument être remises en question. Ça m'a bousculé beaucoup parce que c'est quand même, on vit dans un monde où on doit avoir un succès, c'est le succès qui importe, c'est le produit qui est d'abord le produit. Et la méthode somatique change la hiérarchie des choses et met le processus en avant-plan. Oui. Donc, ça change. On commence à se poser des questions sur quels sont nos modes de pensée, comment on pense, qu'est-ce qu'on prend pour acquis. Il y a énormément de choses à apprendre avec ça. Et pour moi, ça a révolutionné ma vie. Ça modifie aussi mon rapport avec les gens lorsque je donne des ateliers. Ben oui, mais justement, est-ce qu'il y a une différence avec les hommes ou avec les femmes? Cette sensation-là, cette énergie somatique-là? L'empathie, l'intuition,
elle est peut-être beaucoup plus axée beaucoup plus ouverte chez les femmes. Oui. Bon, parce que mais encore chez chaque individu, si on fait si on va questionne le genre, on commence à vraiment à dire, il y a quand même, il y a beaucoup d'exceptions quand même. Ben oui. Il y a beaucoup d'exceptions. Disons que c'est la part féminine de chacun, c'est autre chose. Et voilà. C'est tout à fait autre chose. Oui, et voilà. Oui. Est-ce que je me trompe, Benoît Lachambre, ou effectivement c'est dans les années 2000, petit à petit, que d'un coup il y a eu une rencontre et une compréhension avec le public et même le grand public, parce que vos pièces se sont mises à avoir beaucoup de succès, partout, énormément en Europe, ici aussi. Et puis vous êtes artiste résident au Quartz de Brest, vous travaillez pour le ballet Kullberg, qui est quand même le ballet de Matzek. Effectivement, vous êtes à Berlin, ensuite vous êtes partout en Europe, mais aussi beaucoup au Québec, de plus en plus. Et est-ce que je me trompe si simplement, à un moment, il y a eu une véritable rencontre de plus en plus entre vous et le grand public, même si vous ne l'avez jamais cherché? C'est une question qui est un peu compliquée parce que justement, je cherche pas vraiment à rencontrer le grand public. Je cherche plus à rencontrer quelles sont des valeurs essentielles chez moi. Qu'est-ce qui peut changer mes notions de réalité? Oui. Mais je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus essentiel chez de plus en plus de personnes. Parce qu'on voit bien que le système actuel fait défaut. C'est ça. Et qu'on se dit, ben, il doit y avoir des alternatives. C'est ça. Et elles sont où ces alternatives-là? Qu'est-ce qui peut nous montrer d'autres possibles? Qu'est-ce qui peut... Et il y a de plus en plus de personnes qui se posent ces questions, qui sont essentielles. Au fait, on a besoin de survivre aussi en tant qu'être humain. On a besoin de... D'abord. Tout d'abord. Et il y a énormément de connaissances qui ont été, bon, par la colonisation, qui ont été presque enrayées ou cachées, mais qui sont des connaissances essentielles. Oui. Et cet essentiel-là, s'il se lie aux scientifiques, si les pôles commencent à intervenir de façon plus malléable, on commence à rêver autrement, on commence à développer d'autres théories, à pouvoir travailler sur des systèmes qui sont beaucoup plus guérisseurs. Donc, est-ce que c'est populaire? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. C'est une constatation. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je constate que depuis le début des années 2000 et de plus en plus, il y a une reconnaissance et une adhésion du public. Les prix que vous avez eus ces 2 dernières années, le prix de la danse à Montréal 2013, le prix aussi pour Prisme aussi de la meilleure œuvre en 2014, Prisme pour Montréal Danse. Donc ça veut dire que votre démarche à vous est extrêmement authentique et c'est cette authenticité-là qui finalement va se démultiplier et rencontrer des publics différents. Oui, ben peut-être parce que... Comment vous le vivez? Comment Comment vous vivez cette popularité d'un coup? Je ne sais pas. Au fait, je cherche à demeurer autant que possible en lien avec le processus somatique. Oui. C'est ma priorité. C'est parce que je me dis, s'il y a une place que je peux intervenir, que je peux amener des questions qui sont peut-être valables pour la société, pour les communautés avec lesquelles j'interagis, c'est les questions somatiques. Parce que c'est ça qui, au fait, qui m'ouvre le plus, qui dissout les barrières et qui donne, et qui me disent, ah ben, il y a d'autres façons de penser, d'autres façons de réfléchir, il y a d'autres... Et ça je pense que effectivement, si ce mouvement-là fait bouger les gens aussi, parce qu'on est tous matière, on fait partie d'une globalité. Exactement ça. Est-ce que plus on est célèbre et plus on est compris, entre guillemets, par le public, et plus il faut faire attention?
Sans doute, oui. Plutôt que de répondre à la demande. Oui. Moi, au fait, de ce temps-ci, je cherche qu'est-ce qui me chorégraphie. Oui. Au lieu de dire qu'est-ce que je chorégraphie, c'est plus c'est quoi. Je suis de plus en plus intéressé par être chorégraphié. Par être chorégraphié par des événements, être chorégraphié par qu'est-ce qui va informer mon corps, informer mes cellules, informer mon être, et qui me chorégraphie, qui au lieu de dire, d'aller dans un volontarisme et de dire je chorégraphie. Non, j'essaie d'ouvrir des systèmes en moi qui. Et je ne sais pas si ça va être quelque chose de populaire. Je ne peux pas le dire. Mais Isadora c'est un Duncan besoin. disait « Je ne danse pas, je suis dansée Bon, peut-être ça alors. ». Donc c'est l'origine. Oui. Comment allez-vous continuer, vous, Benoît Lachambre? Vous avez 55 ans aujourd'hui, est-ce qu'on danse de la même façon aujourd'hui Non, et c'est pas de la à même 60 façon. et... Comment allez-vous continuer? À l'écoute, autant que possible. C'est ça. À l'écoute autant que possible. J'essaie de voir comment est-ce que. Au fait, qu'est-ce qui me donne de la force? Si c'est dans Snake Skin, c'était d'ouvrir les flux énergétiques sur la colonne vertébrale. Oui. Le Kundalini, ça donne de la force, ça donne du support. On vient que les rayonnements. Si mon corps n'est pas que l'enveloppe, c'est aussi son rapport à l'extérieur. Comment est-ce que, si j'ai un rapport plus éveillé, alors mon bras est plus facile à soulever et tout devient plus agréable. Vous n'allez jamais choisir entre l'interprétation et la chorégraphie. Vous allez toujours continuer dans ce mouvement-là. Du moins, toujours continuer dans l'idée de la rencontre. Oui. Et à voir comment est-ce que les gens peuvent motiver la créativité en moi aussi et alentour de moi. Donc, essayer toujours de voir, mais parce que quand j'ai des super questions et les gens me disent des trucs, je dis « wow! » Et ça bouscule. Et j'adore que ça soit bousculé comme ça. Je me dis, ben là, il y a une opportunité au moins pour pouvoir ouvrir et que pouvoir obtenir d'autres informations que seul, auxquelles je ne parviendrai pas à accéder. Les plus grands chamans sont centenaires, donc vous avez tout l'avenir devant vous. Oh, j'espère. J'espère. En tout cas, ça a été une très belle rencontre. Merci beaucoup, Benoît Grand Lachambre. plaisir. À bientôt. À bientôt. Weekend lover speaks directly to the beloved. You are the sky, my spirit circles in.